Bonjour. On plonge aujourd'hui dans un sujet lourd, difficile, mais nécessaire. La République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. On parle d'une tragédie humaine souvent silencieuse, mais aux chiffres qui donnent le vertige. On estime plus de 10 millions de morts depuis les années 90, sans parler des violences sexuelles systématiques et de ce pillage massif des ressources minières. Oui, des ressources qui sont d'ailleurs cruciales pour toutes nos technologies modernes, nos téléphones, nos ordinateurs. Exactement. Et pour guider notre discussion aujourd'hui, on s'appuie sur des extraits d'un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. L'auteur, c'est Charles Nana. On va aussi regarder de près la préface écrite par Charles Million, qui était ministre français de la Défense au moment clé des faits décrits, donc un acteur politique de premier plan. Tout à fait. Et ce livre, il faut le dire d'emblée, avance une thèse, disons, percutante, voire controversée, sur les causes et les complicités derrière ce drame congolais. Voilà. Notre but ici, soyons clairs, ce n'est pas de prendre position pour ou contre ces thèses. C'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui est dit dans ces textes. On va examiner les arguments sur ce plan présumé d'invasion du Congo-Zaïre, le rôle qu'aurait joué le Rwanda de Kagame après le génocide, l'implication supposée de puissances étrangères, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni. Et ce fameux silence international que l'auteur dénonce, l'omerta comme il l'appelle. C'est ça. On va essayer de voir un peu plus clair dans ce que disent ces sources, en restant le plus neutre possible. Alors, commençons peut-être par la préface de Charles Millon. Elle est assez directe. Ah oui, elle donne le ton immédiatement. Million, avec son expérience de ministre de l'époque, il dépeint la RDC comme une sorte de proie. Une proie dépecée depuis plus de 25 ans, dit-il, par des vautours, intérieurs comme extérieurs. Attirés évidemment par quoi? Par ses richesses minières absolument phénoménales. Et il rappelle d'emblée ce bilan humain terrible, hein. Les millions de morts, les centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles atroces depuis 1997. Et il fait un lien très clair, très direct entre cette période et ce qui s'est passé juste avant, le génocide rwandais de 1994. Comment il articule ça? Eh bien, il explique que l'arrivée massive de réfugiés Hutus au Zaïre, après le génocide, a été en quelque sorte le déclencheur ou le prétexte pour la guerre du Kivu qui a commencé en 1996. Et c'est là qu'il met en cause directement le Rwanda de Paul Kagame, l'accusant d'avoir manipulé, instrumentalisé des groupes locaux. Oui, notamment les Banyamulenge, ces Tutsis congolais d'origine rwandaise. Et Milon va plus loin, il affirme que Kagame a fait ça avec le soutien, je cite presque, des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc on est en plein dans la géopolitique de l'époque. Exactement. Milon replace tout ça dans le contexte de ce qu'il décrit comme une rivalité franco-américaine assez forte en Afrique centrale après la guerre froide. Il y avait des intérêts divergents, notamment américains sous Clinton. Il va même jusqu'à affirmer qu'un plan d'intervention militaire français, qui visait à stabiliser la région, aurait été bloqué, stoppé net. Oui, et selon lui, par une pression directe de Bill Clinton sur le président Chirac à l'époque, c'est une accusation extrêmement lourde. Il parle de chantage américain. Carrément. Et donc, pour lui, le livre de Nana, c'est une façon de rétablir la vérité historique, c'est ses mots. Et il vise clairement le rôle américain et demande que Kagame soit jugé. C'est une préface qui pèse lourd, c'est sûr. Venons-en maintenant à l'avant-propos de l'auteur lui-même, Charles Nana. Lui aussi, il commence par ce chiffre choc. Plus de 10 millions de morts depuis 1997. Oui, il le qualifie de plus grand massacre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il insiste sur ce qu'il appelle l'omerta, ce silence pesant, ce manque de réaction internationale face à l'ampleur du drame. Ce concept d'omerta, c'est vraiment le fil rouge de son analyse, non? Tout à fait. C'est central. Pour Onana, il y a une déconnexion totale, un fossé entre les beaux discours humanitaires, les appels à la paix et la réalité sur le terrain. Une réalité faite, selon lui, d'un pillage systématique des minerais, coltan, cobalt, ces fameux minerais du sang, essentiels pour nous tous, qui transiteraient massivement par le Rwanda. Et il dit que ça, ce n'est pas juste une rumeur, que des rapports de l'ONU le documentent depuis les années 2000. Exactement. Il cite ces rapports,
Mais il souligne que ça n'a entraîné pratiquement aucune réaction significative des institutions, que ce soit en Afrique ou en Occident. C'est ça l'omerta pour lui. Il mentionne aussi les accusations plus récentes, celles du président congolais Tshisekedi en 2022. Oui, contre le Rwanda et le M23, ce groupe armé très actif dans l'Est, Tshisekedi les accuse ouvertement d'être des agresseurs soutenus de l'extérieur. Onana reprend ça pour dire voilà, l'impunité continue. Et face à ça, Onana déplore cette impunité. Il rappelle les appels, restés sans suite, pour créer un tribunal pénal international spécifique à la RDC. Il mentionne aussi des procédures judiciaires en Espagne. Et il critique aussi très fort ce qu'il appelle les discours incantatoires, c'est-à-dire C'est-à-dire, selon lui, la tendance à toujours tout mettre sur le dos des FDLR. Ces groupes armés hutus rwandais présents au Congo, issus des anciens génocidaires ou liés à eux. d'accord. Pour Onana, focaliser uniquement là-dessus, c'est une forme de désinformation. C'est ce qu'il suggère, oui. Que ça permet de masquer d'autres responsabilités, celles du Rwanda, de ses alliés présumés, dans la violence et le pillage. Il pose la question, mais qui sont vraiment tous ces groupes armés? Qui les finance? Et il n'épargne pas l'ONU non plus, les casques bleus. Non, il remet en cause leur efficacité, voire leur neutralité dans certains cas. Il parle de l'impunité des chefs de guerre. C'est un tableau très sombre. Il évoque aussi la détresse des femmes, le travail du docteur Mukwege. Oui, et il fait ce lien très direct, très cru. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques, ils fonctionnent grâce au coltan, au cobalt. Et ces minerais, selon lui, sont extraits dans des conditions terribles, souvent sous la coupe de groupes armés qui font partie de cette mécanique de pillage. Donc, si on résume cet avant-propos, l'idée forte, c'est des enjeux économiques énormes liés aux minerais, qui alimenterait un silence coupable, une inaction internationale, et ça pose une question vraiment troublante. Laquelle? Comment une tragédie de cette ampleur, si on accepte les chiffres et les descriptions de l'auteur, peut-elle rester aussi en marge de l'attention médiatique et politique? Comment peut-il y avoir si peu de conséquences concrètes? C'est la question centrale de l'omerta qu'il soulève. Alors, justement, explorons maintenant le cœur de sa thèse, développée dans le premier chapitre. Là, on rentre dans le vif du sujet. L'idée d'une invasion planifiée du Congo-Zaïre. Oui, et c'est là que ça devient particulièrement, disons, audacieux comme thèse. L'auteur affirme que cette invasion aurait été planifiée par le régime de Kagame et que tout ça aurait été masqué, caché derrière les événements tragiques de 1994 au Rwanda. Il remet en cause la chronologie habituelle, c'est ça, hein? Exactement. Pour lui, la tragédie rwandaise, ça ne commence pas en avril 1994 avec le génocide des Tutsis. Ça commence bien avant, dès 1990. Avant, en 1990, c'est-à-dire avec l'invasion du nord du Rwanda par le FPR, le Front patriotique rwandais, la rébellion de Kagame, qui était basée en Ouganda. Selon Onana, cette première attaque, soutenue déjà par des intérêts étrangers, avait un but ultime, prendre le pouvoir à Kigali pour ensuite pouvoir s'emparer des richesses du grand voisin, le Zaïre. C'est une réinterprétation assez radicale des événements de 90-94. Et comment, selon lui, le lien se fait avec l'invasion du Zaïre après 94? Alors, la méthode décrite est assez glaçante. Il soutient que l'exode massif de millions de réfugiés rwandais vers le Zaïre en juillet 1994, principalement des Hutus fuyant l'avancée du FPR, n'était pas juste une conséquence chaotique et spontanée de la guerre et du génocide. Ah bon? Qu'est-ce que c'était alors, selon lui? Il affirme que c'était une stratégie militaire, délibérée, une action minutieusement préparée. Comment ça aurait pu être préparé? Un exode de cette ampleur? Eh bien, selon le livre, les forces du FPR, en avançant depuis le nord et l'est et en contrôlant certaines frontières, notamment celle avec la Tanzanie, auraient systématiquement attaqué les civils pour les pousser dans une seule direction, vers l'ouest, vers le Zaïre. Il aurait canalisé la fuite des populations. C'est l'idée. L'auteur s'appuie sur divers documents pour étayer ça. Des rapports d'ONG comme Réfugiés International ou Oxfam qui étaient sur place, des témoignages collectés par le HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, des observations de fonctionnaires de l'ONU comme Robert Gersoni ou Roberto Garretton, ou même des chercheurs. Des cartes aussi, je crois. Montrerait cette progression très organisée des troupes du FPR, poussant les populations civiles devant elles, comme un bouclier humain en quelque sorte, vers le Zaïre. Et quel aurait été le but de provoquer cet exode massif vers le Zaïre?
Selon la thèse d'Onana, c'était un double objectif. Premièrement, créer un chaos humanitaire gigantesque à la frontière zaïroise. Ce chaos aurait permis de masquer le déploiement des troupes rwandaises, l'APR, l'armée du FPR, au Zaïre, sous prétexte de poursuivre les génocidaires qui s'étaient mêlés aux réfugiés. D'accord. Et le deuxième objectif? Le deuxième, c'était de pouvoir diaboliser l'ensemble de ces réfugiés hutus. En les présentant globalement comme des génocidaires ou complices, on justifiait l'attaque des camps et surtout, on privait les centaines de milliers de civils innocents parmi eux de toute protection, de toute compassion internationale. Ça a empêché aussi toute enquête sérieuse sur les raisons de cet afflux massif et soudain. C'est une stratégie de la terre brûlée et de manipulation de l'information, en gros. C'est comme ça que c'est présenté, oui. Une instrumentalisation d'une tragédie humanitaire, le génocide, et la crise des réfugiés, comme un écran de fumée pour atteindre des objectifs militaires et économiques à long terme au Congo. C'est une remise en cause très profonde de la version la plus courante des faits. Et il avance un argument pour étayer cette idée d'une stratégie cachée. Oui, un argument clé qui développe, c'est l'opposition présumée du FPR, soutenue selon lui par les États-Unis et le Royaume-Uni, à une intervention militaire internationale de l'ONU comme l'UNAMIR II, qui aurait pu stopper le génocide plus tôt, en mai-juin 1994. Pourquoi se serait-il opposé à une aide internationale? La question que pose l'auteur est justement celle-là. Si le but premier était d'arrêter le massacre, pourquoi refuser de l'aide? Sa réponse suggérée, c'est que laisser la situation empirer servait un autre agenda, celui de justifier la prise totale du pouvoir par le FPR et ensuite l'intervention au Zaïre sous prétexte de poursuivre les responsables du génocide. Ce qui nous conduit logiquement à la partie suivante du livre, qui se concentre sur le rôle présumé des États-Unis et de leurs alliés. Exactement. L'auteur met ça en contraste avec l'opération turquoise menée par la France. Une opération très critiquée à l'époque, mais il souligne que les militaires français ont ensuite été blanchis par la justice française. Et en face de Turquoise, il y avait donc une opération américaine Van. Oui, une opération lancée en juillet 1994 par Bill Clinton appelée Support O. Officiellement, c'était une mission purement humanitaire pour aider les réfugiés rwandais qui arrivaient massivement à Goma, au Zaïre. Mais l'auteur ne voit pas ça comme ça. Pas du tout. Il la qualifie d'opération mystérieuse, clandestine même, parce qu'elle n'aurait pas été soumise au contrôle de l'ONU. Et il affirme qu'elle cachait en réalité un soutien militaire direct au nouveau régime de Kagame qui venait de prendre Kigali. Comment il justifie ça? Clinton avait pourtant assuré qu'il n'y aurait pas d'implication dans les combats. Oui, mais Onana pointe ce qu'il considère comme des contradictions. Il parle du déploiement de troupes américaines, mais aussi britanniques, australiennes, néo-zélandaises, pas seulement dans les zones humanitaires autour de Goma, mais aussi directement à Kigali pour sécuriser l'aéroport après la victoire du FPR. Donc, pour l'auteur, la thèse c'est quoi? Que Support Hope n'était pas si humanitaire que ça. La thèse centrale, qu'il dit étayée avec des documents américains déclassifiés, des mémos du Pentagone, des notes de la CIA, des analyses d'état-major, c'est que cette opération visait en fait à consolider le pouvoir de Kagame et surtout à préparer en secret l'offensive militaire au Zaïre voisin. Et ces documents montreraient quoi concrètement? Ils montreraient, selon Onana, une aide logistique importante fournie à l'armée de Kagame, l'APR, l'envoi de forces spéciales américaines, de conseillers militaires, et aussi une collecte de renseignements très ciblés sur le Zaïre, notamment sur les communautés de Tutsi là-bas, les Banyamulanges, qui allaient jouer un rôle clé dans la première guerre du Congo. Il parle aussi de l'Ouganda dans ce dispositif. Oui. L'Ouganda, qui était déjà l'allié principal du FPR, est présenté comme une base arrière essentielle pour les Américains. Il y avait eu un accord pour stationner des troupes US à Entebbe. Le QG américain de l'opération aurait même déménagé d'Entebbe à Kigali par la suite. Et il y a des noms qui ressortent, des militaires américains impliqués. Il met en avant le rôle d'un lieutenant-colonel américain, Thomas Odom. Officiellement, il était détaché à Kigali pour 80 jours afin d'aider à réorganiser l'armée rwandaise. Mais Onana, citant Odom lui-même et d'autres sources, le présente comme un conseiller occulte de Kagame, agissant pour le compte du Pentagone et du Conseil national de sécurité américain, NSC, pour préparer les actions futures au Zaïre. Il y aurait une sorte de double jeu alors. Une façade humanitaire et une préparation militaire en coulisses. C'est exactement le scénario décrit. L'auteur interprète aussi la reconnaissance diplomatique très rapide du nouveau régime rwandais par Washington comme une manœuvre
une étape nécessaire pour pouvoir légitimer cette aide militaire et aussi pour protéger les soldats américains présents sur place d'éventuelles poursuites judiciaires. Et le coût de l'opération Seaport Hope, il mentionne un coût de 123 millions de dollars. Pour l'auteur, ce montant ne s'explique pas juste par l'aide humanitaire distribuée, qu'il juge d'ailleurs limité dans certains rapports internes qu'il cite. Pour lui, cet argent a surtout servi à financer cet objectif stratégique bien plus large, préparer le terrain pour accéder aux immenses richesses minières du Grand Zaïre. Donc, l'humanitaire aurait servi de couverture à des intérêts stratégiques et économiques. C'est la conclusion à laquelle arrive cette partie du livre. Il décrit une opération d'ingérence majeure où l'installation d'un régime allié à Kigali était vue comme la clé pour ouvrir la porte des ressources congolaises. La source utilise vraiment un faisceau d'indices, tirés d'archives, de témoignages au dôme, mais aussi des Congolais, des journalistes, d'autres militaires, pour construire cette lecture très critique. Ça montre, si on suit cette thèse, comment l'aide humanitaire et les objectifs géopolitiques peuvent parfois s'entremêler de façon assez opaque. Tout à fait. Ou même se masquer l'un d'autre, selon le point de vue présenté ici. Bon, si on essaie de synthétiser un peu ce qu'on a vu dans ces extraits, qu'est-ce qu'on retient principalement ? On retient d'abord le constat d'une tragédie congolaise absolument démesurée, qui dure depuis des décennies avec ses millions de victimes. C'est le point de départ. Ensuite, il y a cette thèse centrale forte, portée par le livre et sa préface, celle d'une invasion planifiée du Congo-Zaïre. Une invasion qui aurait été orchestrée par le Rwanda de Paul Kagame et qui aurait utilisé le génocide de 1994 et la crise des réfugiés comme une sorte de couverture stratégique. Et cette thèse implique aussi très directement d'autres acteurs. Oui, elle accuse frontalement les États-Unis de l'administration Clinton et leurs alliés comme le Royaume-Uni d'avoir joué un rôle décisif, d'avoir fourni un soutien militaire et politique crucial à Kagame. Avec quelle motivation présumée ? Moins par humanisme, selon ses sources, que par pur intérêt stratégique et économique, l'accès aux ressources minières fabuleuses du Congo. Et tout ça enrobé dans ce que l'auteur n'arrête pas de marteler, l'omerta, ce silence international. Oui, un mélange, selon lui, de silence complice, de désinformation active et d'une impunité quasi totale pour les principaux responsables présumés de ce drame. Il faut vraiment insister encore une fois, on a rapporté ici ce que disent ces extraits spécifiques. Ce sont des allégations graves, une thèse particulière, on ne les valide pas, absolument. La complexité de cette histoire, la multiplicité des acteurs, la gravité des faits, tout ça demande évidemment beaucoup de prudence et surtout de croiser ces informations avec d'autres sources, d'autres analyses qui existent. Tout à fait. Mais pour conclure, en restant vraiment sur les questions que soulèvent ces textes qu'on a explorés, si on prend au sérieux ces allégations d'une planification militaire qui se serait cachée derrière l'humanitaire, avec les conséquences humaines et économiques terribles décrites et qui perdurent, Qu'est-ce que ça nous dit sur la transparence des interventions internationales ? Sur la nécessité de demander des comptes quand des intérêts stratégiques et économiques aussi énormes sont potentiellement en jeu ? c'est la grande question. Et surtout, comment faire pour briser ce que l'auteur appelle l'omerta ? Comment s'assurer que la vérité, quelle qu'elle soit au final, puisse vraiment émerger pour les millions de victimes, pour l'histoire de cette région martyre ? La question reste complètement ouverte et elle est fondamentale.